François Gémen, dans toutes ces opérations visant les migrants à Calais, c'est une longue histoire. Qu'est-ce qui est recherché par l'État français? Je dirais qu'il y a deux choses. La première chose, c'est d'abord de laisser pourrir une situation comme si on allait s'en débarrasser, d'essayer d'invisibiliser au maximum une situation. Pourtant, exactement. Darmanin dit la situation est anarchique. C'est exactement la même situation que celle qu'on avait à Lesbos, dans le camp de Moria, où quelque part on va parquer à l'écart de la société et considérer finalement qu'une situation qui va pourrir véritablement, qui va se dégrader, est ce qu'il faut faire parce que nous avons été contaminés par cette idéologie d'extrême droite sur la question de l'appel d'air qui imagine que si on accueille bien les migrants, ils seront plus nombreux à venir. Et donc ça veut dire qu'on ne règle pas la situation, mais... Donc ça veut dire d'une part qu'on ne règle pas la situation, mais qu'aujourd'hui on franchit un palier supplémentaire en empêchant les associations de pallier les carences de l'État, de pallier son incurie. C'est comme si on cherchait véritablement à créer un incident, voire un drame, à forcer les migrants à chaparder de la nourriture ou à verser dans d'autres actes criminels pour pouvoir dire « Regardez, les migrants sont un problème et nous allons mener une opération de police d'envergure qui va évacuer le camp. » Mais si ça ne marche pas, et si de fait, malgré tout ce qui est entrepris par l'État français depuis des années, jusqu'à justement les priver de nourriture, ça ne fonctionne pas, pourquoi on continue ces opérations? Parce qu'on est incapable aujourd'hui de raisonner sur ce sujet. Et donc on va quelque part mener ces opérations avec une visée strictement idéologique, pour l'opinion publique, dans l'espoir de montrer à l'opinion publique qu'on fait quelque chose pour lutter contre ce qui est perçu par l'opinion publique comme un problème, contre ce qui est perçu comme de la migration illégale. Et donc le but, c'est de montrer un maximum de cartes de CRS à la télévision, de montrer des policiers qui vont lutter contre les migrants. Le but, c'est de faire en sorte que ça se passe mal. Si ça se passe bien, ça ne rapporte aucun point électoral et c'est dramatique. The reason to enter the port was made after consideration with the medical team who we had on board. We were having meetings each and every day about the condition of the people on board. And after 2.5 weeks of waiting, the medical condition, particularly the mental health of people, was at a level that we couldn't guarantee their safety on board the ship anymore. And we decided to enter the port without the permission. Nearly all the people who we had on board have experienced torture. Some have been kidnapped to extract money from their families for their release. Women have been raped, there is forced labor, there's slavery. It doesn't really matter what is the condition of the people that you have on board. It doesn't matter if they're sleeping on the floor. It doesn't matter if you have a shower for them or not. They have a right, and a right guaranteed by the international community to be brought to a safe place. We speak about actual people with names and stories and a history before and after they become refugees, to speak about them in terms of waves and invasions and completely dehumanizing them. The leading figures in the European Union have a very clear plan about the border externalization and the militarization. We can see that in the increased spending on the Frontex EU border police, which is massively involved in human rights abuses which are well documented. That has been an ongoing process which is very well organized and making life for people in any type of refugee camp completely unlivable and putting them in miserable conditions is part of that structural decision within the EU, because alleviating the problem in Calais or in Lesbos would be super easy if the governments wanted it. But in turn, in completely the contrary, they're deciding to make the conditions horrible because they think that would prevent more people from coming. But the situation is, if people are running from a war, a badly run camp isn't going to prevent them from doing that. It's not only that they're not willing to help, they're also actively preventing people from helping. And it's the same situation that you have in Calais. The civil society is actually, there are people willing to help, but then the government is preventing them to provide aid, and that, I think, is just beyond words. We should be translocating people from Libya to safe places. The resettlement program is completely stuck since at least a year.
We should get people out of the detention centers, the official and as well the unofficial ones. We should create safe and legal routes for people to enter Europe and ask for asylum without them actually having to sit in such a boat and risking their lives. As well, we would need to negotiate a possibility for people in countries which are affected by environmental problems, rising sea level and so on, to be translocated somewhere else. Migration will be a necessary form of adaptation, sadly, because even if we would stop the emissions right now, we're already locked into severe climate changes, so we will have to accept and deal with migration as a form of adaptation. C'est un rapport donc, qui date d'avril, qui a été très attendu et que nous avons pu consulter. Donc, en gros, ce rapport dit que les ordres sont inadaptés et en particulier lors de la charge effectuée au cours de laquelle donc, Madame Geneviève Leguet a été poussée. Et pour rédiger son rapport, l'IGPN s'appuie sur un document très embarrassant, le compte-rendu d'un gendarme qui était sur place au moment des faits et qui contredit en fait totalement la version policière. Ce compte-rendu, Mediapart se l'est procuré, le voici. Il est daté du 25 mars 2019, on voit la date, soit 2 jours après les faits. Et dans ce document, eh bien, le gendarme en question estime que la charge effectuée est, je cite, en totale disproportion et nécessité face à une foule d'une trentaine de personnes, assez âgées, très calme, avec en plus de nombreux journalistes. Alors ça, c'est pour la charge contre le Geneviève Leguet. Et l'IGPN, dans son rapport, pointe aussi le donneur d'ordre, en l'occurrence le commissaire, qui a décidé de cette charge. Oui, le commissaire, c'est le commissaire Rabasouchi, qui est en charge des opérations le jour des faits. On le voit ici sur la photo. Exactement, c'est lui donc qui est à droite sur la photo. Et selon l'IGPN, je cite, les ordres donnés par le commissaire divisionnaire Souchi ne se caractérisent par un manque de clarté et un aspect directif. Ils sont inadaptés, en particulier lors de la charge effectuée au cours de laquelle Madame Leguet a été poussée. On sent bien donc, le vocabulaire employé évidemment par l'IGPN est très précautionneux. L'IGPN est embarrassé exactement pour charger la police, ce qui est un cas exceptionnel, mais elle ne pouvait pas faire autrement. Elle ne pouvait pas enterrer le rapport de ce gendarme qui a refusé, en fait, ce capitaine d'escadron, qui a refusé d'engager ses hommes, plus de 60 gendarmes, sur cette charge qu'il juge disproportionnée. Et là encore, donc, le compte-rendu du gendarme à l'origine des conclusions de l'IGPN. Ce gendarme, ce capitaine est catégorique. Que dit-il? On va le voir, le gendarme parle, je cite, d'un individu qui ne se maîtrise plus, qui devient presque dangereux. La charge commandée par le commissaire Rabasouchi est, selon donc, ce capitaine, instantanée, brutale et violente. Nous sommes tous abasourdis, écrit-il. Donc Rabasouchi, c'est un peu le personnage central de cette enquête. C'est lui qui donne les ordres et c'est surtout lui qui, 2 mois plus tard, reçoit une médaille qui est la médaille donc, des Gilets jaunes. Hein, c'est la promotion des Gilets jaunes, pour reprendre les propos du ministre de l'époque, Christophe Castaner. À ce jour, il a toujours cette médaille. À ce jour, il est toujours en poste à Nice et aucune mesure n'a été prise à l'encontre de ce commissaire. Dernier document accablant pour la police sur lequel s'est appuyé l'IGPN, une vidéo inédite que tu as récupérée. Et en plus, c'est une vidéo assez inattaquable puisqu'elle a été tournée par les gendarmes, hein, la CIOP, la cellule image d'ordre public de la gendarmerie. On va la voir, on est à Nice le 23 mars et on entend, on voit aussi le commissaire Rabasouchi à côté des policiers sous ses ordres. Il fait ses sommations. Et lance immédiatement après la charge sur un petit groupe, quelques personnes éparses. On voit la charge. Voilà. Donc, un document de la gendarmerie, on le redit. Pascal. Oui, parce qu'effectivement, ils ont pris soin en fait, d'enregistrer toute cette journée. Ils étaient, comme ils le disent, abasourdis. Les ordres étaient disproportionnés et on sait les conséquences que ça a eu. Cette affaire est évidemment emblématique parce que ça montre les violences policières à l'encontre d'une militante pacifiste de 73 ans, mais également emblématique parce que 2 jours plus tard, le président Emmanuel Macron livre une version absolument mensongère et explique qu'il n'y a eu aucun contact entre Geneviève
Geneviève Leguet et la police. Alors évidemment, c'est encore une fois exceptionnel dans cette affaire qui ne s'arrête pas de nous surprendre. Mais aujourd'hui, c'est l'IGPN qui vient démentir les mensonges exactement, du président. Merci Pascal, ton enquête est à lire en détail sur Mediapart. Les engagements de l'accord de Paris sur la décennie qui vient nous emmènent vers 55 milliards de tonnes, même si c'était respecté, et ce n'est pas sûr, et à horizon 2030 et sur des trajectoires de 3 degrés et demi. Pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il faudrait passer à 40 milliards de tonnes en 2030 et pratiquement les diviser par deux, entre 25 et 30 milliards de tonnes pour 1,5 degré. Donc on voit bien qu'on ne fait pas assez dans l'accord de Paris. En fait, il faudrait multiplier les engagements de l'accord de Paris par 3 si on voulait avoir des chances de rester sur une trajectoire 2 degrés, par 5 pour une trajectoire 1,5 degré. Les chiffres sont là. Allez, quand même une bonne nouvelle. Ce matin, quand même, peut-être surprenante, disons, la Chine a annoncé objectif neutralité carbone en 2060, et c'est quand même très important, parce que la Chine est en train vraiment d'enfourcher cet objectif de lutte contre le réchauffement climatique. Mais est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Accord de Paris, dont l'objectif est déjà minimal et il n'est même pas respecté, la Chine qui fixe des objectifs à 2060. Question qui se pose souvent, on nous parle souvent d'un point de bascule où l'emballement deviendrait inévitable, où il y aurait des boucles de rétroaction climatique qui deviendraient impossibles à maîtriser. Est-ce qu'on s'en approche? Ça dépend pour quel phénomène on regarde. Par exemple, ces boucles, elles peuvent... on parle beaucoup, par exemple, des sols gelés qui vont effectivement conduire, dont le dégel du permafrost va conduire à des émissions de méthane ou de gaz carbonique supplémentaires, une augmentation de l'effet de serre. En fait, quand même, cette augmentation de l'effet de serre ne conduirait qu'à une augmentation de température de quelques dixièmes de degrés à la fin du siècle. Donc il faut regarder les chiffres. Disons, nous sommes, et de loin, les premiers responsables de ces émissions. Donc, nous sommes les pays dits industrialisés. Et je ne crois pas trop à ces boucles de rétroaction. Disons, en gros, la réalité de ce qui se passe, disons, actuellement, parce que nous sommes sur ces trajectoires de 3, 4 à 5 degrés, eh bien, est suffisante sans évoquer des boucles de réaction et, disons, de perte de maîtrise complète de notre avenir climatique. Je ne crois pas que ce soit le cas. Nous avons toujours, et je le pense, la maîtrise de notre avenir climatique, mais il faut absolument s'engouffrer dans les objectifs de l'accord de Paris et ne pas rester comme cela sur 2020-2030 à, disons, laisser les émissions pratiquement stabilisées d'ici 2030. Ce n'est pas suffisant et on sait qu'il faut, disons, vraiment, cette ambition doit être rehaussée. C'est quand même très clair. Well, in terms of leaders saying that we're exaggerating, the sky is literally red in Oregon. The sky is the wrong color. So we're not exaggerating when we literally say we're in a climate emergency. There was I saw this video online of fire tornadoes and blood red skies. So if you're not nervous about that, and if you don't feel like there's an urgency to act on this issue saying that, then that's an issue with you and not an issue with me, because when the sky's the wrong color, I feel like we need to act. I don't know what people are expecting, that when the clock strikes 12 on 2021, things are going to get better. They're not. It's not. 2020 is not some strange curse. It's really the grand culmination of a lot of issues that have been building up for a long time. And so these fires aren't just bad luck because it's a bad year. They're a result of the climate disaster, and it will get worse unless we take action, and urgent action. None of that small incremental stuff. I'm talking real sweeping radical climate action. The climate crisis is really a grand culmination of all of our societal wrongs, of colonialism, of capitalism gone wrong, of all of these things. So there's no way that we're going to solve the climate crisis without also addressing social issues, because the climate crisis impacts the most marginalized more. If you are a person who is poor, if you are a person who is of Black or brown, or a person of color, if you live in the global South, if you all these different identities and different regions and different aspects of your life, the climate crisis is inherently unjust. The climate crisis is inherently racist. The carbon molecules themselves aren't racist. Obviously, the physical climate change itself doesn't care about your social status or anything, but the systems that created it do, and the financial systems and the systems that can give you the resources to get out of a climate disaster or move to a place that has less disaster
is very discriminatory. So humans are very, very discriminatory. Alors Rachida, j'imagine que du coup travailler dans ces conditions, une affaire qui concerne un opposant marocain très en vue, avec une affaire de viol présumé, évidemment, c'est très compliqué. Oui, bien sûr, c'est très difficile pour plusieurs raisons. La première, on l'a évoqué ensemble, c'est que cette affaire, elle croise deux combats fondamentaux. La lutte contre les violences sexuelles qui sont un fléau au Maroc, et puis le combat pour les libertés qui sont menacées au Maroc. Par ailleurs, de nombreuses sources étaient terrorisées. La peur de la répression est en son ombre aujourd'hui au Maroc, encore plus depuis la pandémie de Covid-19 qui, au Maroc et comme dans de nombreux pays dans le monde, a été l'occasion de serrer la vis sécuritaire. Et puis, ça a été une des choses les plus difficiles puisque des sources, y compris des voix libres qui sont rompues aux méthodes du régime, se sont mises à vouloir parler en off. Ils se sont rétractés, en fait, comme ils ne voulaient plus parler quand tu les appelais.